Nous sommes le 6 mai 2026 et ce qui s'est produit au cours des 6 dernières heures change complètement la façon dont il faut lire ce conflit. Pas les opérations militaires, pas les 6 bateaux d'attaque rapides au fond du golfe Persique, pas les missiles iraniens qui ont frappé 2 jours de suite des infrastructures pétrolières aux Émirats arabes unis. Ce qui s'est produit au cours des 6 dernières heures, c'est que le président Trump a publié 2 messages sur Truth Social. Et ces 2 messages, pris ensemble, donnent le portrait complet de l'endroit exact où se trouve cette confrontation. Il montre aussi ce que les 72 prochaines heures vont déterminer et quelles seront les conséquences si la réponse est la mauvaise. Le premier message mettait en pause Project Freedom, la mission d'escorte armée, pour une courte période afin de permettre la finalisation d'un possible accord. Le deuxième message, publié environ 1 heure après le premier, disait ceci. En supposant que l'Iran accepte de céder ce qui a été convenu, ce qui peut être une grosse supposition, l'opération déjà légendaire Epic Fury prendra fin et le blocus hautement efficace permettra au détroit d'Ormuz de s'ouvrir à tous, y compris à l'Iran. S'il n'accepte pas, les bombardements commenceront et ce sera malheureusement à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Relisez attentivement ce deuxième message, tout le message. Les bombardements commenceront à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'auparavant. C'est pas un avertissement diplomatique. C'est un président des États-Unis qui dit à un adversaire que la prochaine phase militaire ne sera pas un retour à ce qu'était l'opération Epic Fury le 28 février. Ce sera quelque chose au-delà de cela. Quelque chose que les plus de 100 aéronefs militaires américains qui tournent actuellement dans le ciel du Moyen-Orient, les groupes aéronavals en position et les près de 200 chasseurs et bombardiers déployés sur des bases au Moyen-Orient ont la capacité d'exécuter. La fenêtre pour conclure un accord est ouverte en ce moment, la pause est active, le blocus, lui, n'est pas suspendu une seule seconde. Les prochaines 72 heures détermineront si ce conflit se termine par un accord global ou s'il reprend à un niveau et à une intensité que personne, après avoir observé les 67 derniers jours de cette confrontation, ne devrait vouloir voir atteint. Mais revenons complètement en arrière, parce que pour comprendre pourquoi les 2 messages de Trump sur Truth Social ce matin sont les communications les plus importantes de tout ce conflit depuis le lancement de l'opération Epic Fury le 28 février, il faut comprendre 3 choses. Ce qui s'est passé sur l'eau dans les 24 heures qui ont immédiatement précédé ces messages. Ce que la brève fenêtre opérationnelle de Project Freedom a réellement démontré. Et pourquoi le président du Parlement iranien qui se lève pour déclarer « Nous n'avons même pas encore commencé » livre soit la communication politique la plus téméraire de l'histoire de la République islamique, soit une déclaration faite par un homme qui ne comprend réellement pas ce que les 67 derniers jours ont produit sur le terrain. Voici où nous en sommes en date du 6 mai 2026. Plus de 100 aéronefs militaires américains tournent dans le ciel au-dessus et autour du Moyen-Orient, et plus précisément au-dessus du détroit d'Ormuz, en ce moment même où vous lisez ceci. 3 groupes aéronavals sont en position. Des destroyers américains lance-missiles tiennent la ligne à l'entrée du golfe Persique. Le blocus naval des ports iraniens, actif depuis le 13 avril, a forcé plus de 50 navires commerciaux à rebrousser chemin. Et il n'a pas été suspendu une seule seconde malgré la pause décidée par Trump dans les opérations d'escorte de Project Freedom. La 422 division aéroportée utilise l'intelligence artificielle ainsi que des systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour créer ce que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a décrit comme un dôme rouge, blanc et bleu au-dessus du Moyen-Orient et au-dessus de l'Iran lui-même. Ce dôme est actif, ce dôme est armé. Et sous ce dôme, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré au monde « Nous n'avons même pas encore commencé ». Laissez-moi vous donner le contexte précis dans lequel cette déclaration a été faite. Au cours des 24 heures précédentes, 6 bateaux iraniens d'attaque rapide, qui avaient apparemment commencé sans l'autorisation du président du Parlement, ont été coulés par des hélicoptères Apache et Seahawk.
Des missiles iraniens ont frappé des raffineries de pétrole aux Émirats arabes unis pendant 2 jours consécutifs. L'armée britannique a rapporté séparément que 2 cargos étaient en flammes au large des côtes émiraties et qu'un 3e avait été touché par un projectile inconnu dans le détroit lui-même. Un vraquier exploité par la Corée du Sud a pris feu après une explosion. Les 24 membres d'équipage ont tous été localisés pendant que le navire était remorqué pour réparation. L'Iran avait lancé ce que l'amiral Brad Cooper a décrit comme plusieurs missiles de croisière, drones et petites embarcations visant à la fois des navires de la marine américaine et des navires commerciaux. Toutes ces attaques ont été interceptées, sauf celles contre les infrastructures des Émirats arabes unis. Et au milieu de toute cette activité opérationnelle, Ghalibaf a dit au monde qu'ils n'avaient même pas commencé. La bonne réponse à cette déclaration, formulée dans le langage des faits opérationnels plutôt que dans celui du commentaire politique, est la suivante. Vos bateaux d'attaque rapide sont des récifs au fond du golfe Persique. Votre marine a perdu plus de 120 navires depuis le 28 février. Votre aviation n'existe plus. Votre réseau de défense aérienne a été dégradé. Votre capacité de production de missiles balistiques a été frappée. Votre capacité de produire des armes nucléaires a été ciblée. Et votre président du Parlement dit au monde que vous n'avez même pas commencé. L'écart entre cette déclaration et la réalité opérationnelle sur l'eau, c'est l'écart entre le régime que le CGRI gère à l'interne et le régime que le reste du monde peut observer de l'extérieur. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 2 messages de Trump dans leur contexte complet. Parce que l'ordre de ces messages et le langage précis de chacun révèlent la communication stratégique complète envoyée simultanément à l'Iran, au Pakistan, à la Chine, aux États du Golfe et au public américain. Le premier message à la demande du Pakistan et d'autres pays, compte tenu de l'immense succès militaire que nous avons remporté pendant la campagne contre le pays qu'est l'Iran, et compte tenu également du fait que de grands progrès ont été réalisés vers un accord complet et final avec les représentants de l'Iran, nous avons mutuellement convenu que même si le blocus restera pleinement en vigueur, Project Freedom, le mouvement des navires dans le détroit, sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Relisez cela attentivement. 3 conditions justifient la pause, la demande du Pakistan, le succès militaire déjà obtenu et de grands progrès vers un accord complet et final. Pas des progrès partiels. Pas un simple mouvement procédural, de grands progrès et ensuite, les conditions dans lesquelles la pause fonctionne, le blocus reste pleinement en vigueur, seules les opérations d'escorte sont suspendues, l'étranglement économique ne s'arrête pas, le dôme de surveillance ne s'arrête pas, les plus de 100 aéronefs ne se retirent pas, les groupes aéronavals ne se redéploient pas, seules les escortes physiques des convois sont suspendues. Puis vient le deuxième message, 1 heure plus tard, en supposant que l'Iran accepte de céder ce qui a été convenu, ce qui est peu être une grosse supposition, cette parenthèse, ce qui est peu être une grosse supposition, est la phrase la plus honnête que Trump ait utilisée dans toute communication publique au sujet de ce conflit. Elle vous dit que l'administration n'est pas convaincue que l'Iran puisse livrer ce que ses négociateurs semblent avoir accepté. Parce que l'administration comprend le problème structurel des négociations iraniennes que toute analyse de ce conflit a identifié. Les gens assis à la table de négociation ne contrôlent pas ceux qui prennent les décisions opérationnelles. Arakchi peut accepter quelque chose à Islamabad ou à Oman. La faction de Vaidi peut le contredire dans les heures qui suivent. Et cette parenthèse, ce qui peut être une grosse supposition, est la reconnaissance publique par Trump qu'il comprend exactement cette réalité structurelle. Les bombardements commenceront et ce sera à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Cette phrase doit être comprise à la lumière de ce que l'opération Epic Fury a déjà accompli. La destruction de plus de 120 navires iraniens, la dégradation de 85% de la capacité iranienne en missiles, l'élimination du réseau de défense aérienne iranien et le ciblage des infrastructures de commandement et de contrôle du CGRI, ainsi que de ses dirigeants. Tout cela, c'était l'opération Epic Fury à son niveau et à son intensité actuelle. Ce que Trump décrit comme pouvant arriver si l'accord échoue, c'est quelque chose au-delà de cela. Et les près de 200
chasseurs et bombardiers stationnés dans des bases du Moyen-Orient représentent la capacité de livrer précisément cet au-delà. Maintenant, laissez-moi vous donner les propositions précises que l'Iran a soumises par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais. Parce que comprendre ce que l'Iran demande est la façon la plus rapide de comprendre l'écart entre ce que le CGRI croit être sa position de négociation et ce qu'est réellement sa position opérationnelle. La proposition de paix iranienne en 14 points exige un retrait militaire complet des États-Unis de la région, la levée immédiate du blocus naval américain, le dégel de tous les actifs iraniens à l'étranger, le versement de réparations de guerre à l'Iran, la fin de toutes les opérations militaires, y compris au Liban, et la création d'un tout nouveau mécanisme international de contrôle du détroit d'Ormuz avec un contrôle iranien intégré au cadre. Relisez chacune de ces demandes face à la réalité opérationnelle. Un retrait militaire complet des États-Unis d'une région où 3 groupes aéronavals sont en position, où la 82e division aéroportée mène des opérations ISR au-dessus du territoire iranien et où près de 200 aéronefs tournent dans le ciel au-dessus du golfe Persique. La levée immédiate d'un blocus naval qui n'a pas été suspendu une seule seconde malgré la pause dans les opérations d'escorte de Project Freedom. Le dégel d'actifs à l'étranger que les Émirats arabes unis ont remis de façon proactive au Trésor des États-Unis après que des missiles iraniens ont frappé le territoire émirati. Des réparations de guerre versées par un pays dont l'armée a passé 67 jours à démanteler systématiquement l'infrastructure militaire iranienne. Un contrôle iranien intégré à un mécanisme de gouvernance du détroit d'Ormuz après que l'Iran a perdu plus de 120 navires dans cette même voie maritime. C'est pas une proposition de paix. C'est un document produit par une organisation qui a transféré la richesse de son pays dans des palais dorés, dans l'or et dans des comptes privés. Puis elle s'est convaincue que la position de négociation qu'elle occupe dans ces palais correspond à la position militaire qui existe dans le monde réel à l'extérieur de ces palais. Trump l'a décrit avec justesse lorsqu'il a noté que l'Iran essaie encore une fois de faire traîner le monde avec sa proposition de paix. Les 14 points ne sont pas une position de départ sérieuse. C'est un document de politique intérieure conçu pour montrer au rang du CGRI que Vaidi n'a pas scié. Et ces points ont été soumis par l'intermédiaire du Pakistan, pendant que le ministre iranien des Affaires étrangères se trouvait à Beijing pour solliciter l'appui de la Chine, tout en publiant sur les réseaux sociaux que Project Freedom et Project Deadlock. Maintenant, laissez-moi vous donner le chiffre qui devrait concentrer l'attention de tous les analystes, plus que n'importe quel autre donné dans tout ce conflit. Plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi. C'est le stock que l'Iran a accumulé, enrichi à des niveaux proches de la qualité militaire, confirmé par l'AIEA, l'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies. Plus de 400 kg de matière raffinée à un niveau où un enrichissement supplémentaire produit de la matière fissile de qualité militaire. Assez, selon des analystes en armement, pour potentiellement produire plusieurs dispositifs nucléaires si cette matière est davantage raffinée. Washington a affirmé que ce point est non négociable. Ce stock doit disparaître. Tout le stock. La réponse publique de l'Iran est que l'enrichissement nucléaire est un droit souverain. Relisez ces deux positions et comprenez ce que l'écart entre elles signifie pour les prochaines 72 heures. Les États-Unis disent que les 400 kg doivent être remis dans le cadre de tout accord. L'Iran dit que son droit d'enrichir est non négociable. Ces deux positions ne peuvent pas être satisfaites simultanément. L'une d'elles change ou l'accord n'a pas lieu. Et si l'accord n'a pas lieu, le deuxième message sur Truth Social entre en vigueur, les bombardements commenceront à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Les 400 kg sont le centre de gravité de tout ce conflit. C'est la raison pour laquelle l'opération Epic Fury a été lancée, c'est la raison pour laquelle le blocus est en place, c'est la raison pour laquelle 3 groupes aéronavals sont positionnés en triangle naval autour de l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième message sur Truth Social a été écrit. Si les 400 kg ne sont pas réglés dans l'accord, il n'y a pas d'accord. Et si il n'y a pas d'accord dans la fenêtre créée par la pause
La séquence opérationnelle qui suit a été décrite par Trump en une phrase. Les bombardements commenceront et ce sera à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevés qu'auparavant. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemblerait ce niveau et cette intensité supérieure dans le contexte précis des systèmes actuellement positionnés sur le théâtre. Parce que c'est ici que comprendre le matériel militaire en dit plus que n'importe quelle déclaration diplomatique. Commençons par le destroyer lance-missile de classe Harley-Burke, la plateforme de surface de première ligne qui exécute le blocus en ce moment. 509 pieds de létalité en couche, ce n'est pas une formule marketing. C'est un fait opérationnel sur ce qu'un seul Burke apporte dans la zone d'engagement. Le système d'armement principal est le système de lancement vertical MK40 et 1, capable d'emporter jusqu'à 86 missiles en configuration standard. Cette charge peut comprendre des missiles standard SM-6 pour des engagements aériens et de surface à longue portée, à des distances qui rendent la zone d'engagement extraordinairement vaste. Elle peut aussi comprendre des missiles Evolved 6 Sparrow pour la défense aérienne rapprochée contre les menaces de drones et de missiles de croisière que le CGRI lance contre les infrastructures des partenaires du Golfe. Et elle peut comprendre des missiles de croisière Tomahawk pour des frappes terrestres contre des cibles fixes à terre. 86 coups mortels sur un seul navire. Un seul navire alors que plusieurs navires se trouvent dans le théâtre. Et ensuite, pour le combat rapproché contre les bateaux iraniens d'attaque rapide et les drones volant à basse altitude, exactement le profil de menace que le détroit d'Ormuz a produit au cours des dernières 48 heures. Le Burke transporte le canon MK 45 de 5 pouces. Ce canon est capable de tirer avec précision sur des cibles de surface à des portées dépassant 10 000. Un canon naval qui tire 20 obus de précision par minute sur des cibles situées à plus de 10 000 n'est pas une arme de dernier recours. C'est l'instrument précis pour engager des menaces de surface avant qu'elles puissent se rapprocher à portée efficace. Le radar à antenne active AN, SP1 du Burke et ses variantes modernisées suivent simultanément des centaines de contacts et désignent automatiquement les armes. Il s'intègre aussi au réseau tactique chiffré Link-16 qui connecte chaque plateforme américaine du théâtre dans une seule image opérationnelle partagée. Chaque bateau d'attaque rapide que l'Iran envoie dans le détroit, chaque drone qu'il lance, chaque missile de croisière qu'il tire apparaît simultanément sur l'image opérationnelle disponible pour chaque F, ADX-8, chaque avion ADX, chaque hélicoptère A-60, 4 Apache, chaque intercepteur SM-6 et chaque canon de 5 pouces du théâtre. Vous ne pouvez pas vous cacher de cette suite de capteurs, vous ne pouvez pas la contourner. Vous ne pouvez pas la déjouer. Le commandant d'un bateau d'attaque rapide du CGRI, qui croit approcher par une brèche radar, s'approche en réalité par une brèche qui a déjà été cartographiée. Elle a déjà été communiquée par Link-6 à toutes les plateformes américaines au-dessus de lui et préparée pour l'engagement avant même qu'il soit arrivé à la portée où ses propres armes deviennent efficaces. L'ADX Warthog est la plateforme qui représente le mieux pourquoi la doctrine des bateaux d'attaque rapides du CGRI a échoué le 4 mai et pourquoi elle continuera d'échouer chaque fois qu'elle sera employée contre ce dispositif de force. L'Air Force a tenté de retirer l'ADX à plusieurs reprises, il revient toujours et chaque fois qu'il revient, c'est parce qu'une personne en position de responsabilité opérationnelle a compris une chose. Aucune autre plateforme de l'inventaire américain ne fait ce que l'ADIS fait dans l'environnement d'engagement précis pour lequel il a été conçu. La létalité contre des cibles de surface non blindées et légèrement blindées à basse altitude, avec un long temps de présence sur zone et une capacité de survie sous les tirs au sol. Le canon Go-8 Avenger de 30 mm de l'ADX, cet avion que tout le monde devrait sauver et que personne ne devrait retirer, tire à 3900 coups par minute avec des pénétrateurs à l'uranium appauvri. C'est l'instrument précis pour détruire des bateaux d'attaque rapides. Une seule seconde de tir du Ga-8 envoie environ 65 obus dans un motif dispersé sur un bateau en fibre de verre qui se déplace à 50 nœuds. Le bateau ne survit pas à cet engagement. L'ADX transporte aussi des nacelles de roquettes guidées par laser, le système APKWS,
qui offre une capacité d'engagement de précision contre de petites cibles de surface à des portées qui maintiennent l'aéronef hors de la portée efficace des armes légères des bateaux. Et la baignoire en titane entourant le pilote et les systèmes critiques de vol permet à la Dix d'absorber des tirs au sol et de continuer à voler d'une manière qu'aucun autre avion à voilure fixe l'inventaire américain ne peut égaler. Cette survivabilité est la raison pour laquelle il se trouvait au-dessus du détroit lorsque les 6 bateaux d'attaque rapide du CGRI sont arrivés. Il était là, il était armé. Il est resté et 6 bateaux ne sont pas revenus. Associer la Dix à l'hélicoptère A-60 4 Apache, dont le canon HN M232-30 mm suit en temps réel le viseur de casque du tireur, et dont les missiles Hellfire peuvent engager des cibles de surface à plusieurs milles de distance avant que les bateaux puissent se rapprocher à portée efficace de leurs armes. Vous obtenez alors la combinaison que la doctrine des bateaux d'attaque rapide du CGRI n'a jamais été conçue pour affronter. La doctrine avait été conçue pour des destroyers en eau confinée. Les destroyers ont des ADIX et des Apaches au-dessus d'eux. La présence aérienne élimine l'avantage géographique que procuraient les eaux confinées. Et les bateaux du CGRI le découvrent de la même manière qu'ils l'ont découvert le 4 mai, en ne revenant pas. Maintenant, parlons de la dimension diplomatique qui motive réellement la décision de pause de Trump. Parce que le vrai jeu en ce moment ne se joue pas dans le détroit d'Ormuz. Il se joue à Beijing, à Islamabad et dans le bureau ovale simultanément. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, est actuellement à Beijing pour solliciter l'appui de la Chine. Il a publié sur les réseaux sociaux que Project Freedom et Project Deadlock. Le secrétaire d'État Rubio a répondu en exhortant directement la Chine à dire à Araghchi que les attaques iraniennes continuent dans le détroit, aggravent la situation économique de tout le monde, y compris celle de la Chine. Cet échange entre Araghchi, qui publie de la propagande sur les réseaux sociaux, et Rubio, qui se tourne directement vers Beijing avec un message opérationnel, vous montre le véritable théâtre diplomatique du moment. Washington n'essaie pas de négocier avec Téhéran par l'intermédiaire d'Araghchi. Washington dit à Beijing que les intérêts chinois exigent que la Chine fasse pression sur Téhéran pour conclure un accord. La Chine importe une part importante de son pétrole par Hormuz. La Chine n'est pas une spectatrice neutre. La Chine a refusé l'offre iranienne de rabais de 6% et a redirigé ses achats pétroliers vers l'approvisionnement russe. La Chine a évacué 791 membres du personnel critique d'Iran via l'Azerbaïdjan lorsqu'elle a conclu que la trajectoire était irréversible. La Chine a fait son calcul commercial. La question est de savoir si Beijing communique ce calcul à Téhéran dans des termes que la faction de Vaidi peut comprendre comme la disparition du filet de sécurité chinois sur lequel le CGRI comptait pour soutenir la résistance au-delà du point où les dommages économiques du blocus forceraient normalement un règlement. Le rôle du Pakistan constitue l'autre moitié de ce portrait diplomatique. Le Pakistan a négocié le cessez-le-feu du 7 avril, le Pakistan a servi de lieu aux pourparlers d'Islamabad, le Pakistan est le canal par lequel la proposition en 14 points a été soumise et par lequel la réponse de Trump a été communiquée. Et le Pakistan, qui a sa propre relation économique avec les États-Unis et son propre intérêt dans un environnement régional stable, a demandé la pause annoncée par Trump. Cette demande est importante parce qu'elle indique que le Pakistan a évalué que l'accord est assez proche pour justifier la pause et que le Pakistan est prêt à engager sa crédibilité diplomatique derrière l'affirmation selon laquelle de grands progrès ont été réalisés. Si les prochaines 72 heures produisent un accord, le rôle du Pakistan dans sa négociation définira son statut régional pour une génération. Si les prochaines 72 heures produisent un accord raté et que les bombardements reprennent à un niveau et à une intensité supérieure, la position diplomatique du Pakistan deviendra considérablement plus compliquée. Maintenant, laissez-moi vous donner les 3 chiffres qui encadrent le portrait stratégique complet avec toute la clarté nécessaire. Le premier chiffre est 400, plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi, proche de la qualité militaire confirmée par l'AIEA. C'est le chiffre qui fait de ce conflit quelque chose de plus grand que le détroit d'Ormuz, plus grand que le blocus, plus grand que les bateaux d'attaque rapide et les Apaches, et plus grand que les 67 jours de l'opération Epic Fury.
400 kg de matière fissile au seuil de la qualité militaire, c'est le chiffre qui détermine si la République islamique sort de ce conflit avec la capacité de produire éventuellement un dispositif nucléaire, ou si cette capacité a été éliminée de façon permanente. La position de Washington est que ce chiffre doit tomber à 0 dans le cadre de tout accord. La position de l'Iran est que l'enrichissement nucléaire est un droit souverain qui ne peut pas être négocié. L'écart entre 0 et le droit souverain est le centre de gravité de tout ce conflit. Et le deuxième message de Trump sur Truce sociale existe précisément à cause de cet écart. Si l'écart se referme, il y a un accord. S'il ne se referme pas, les bombardements commencent et ce sera à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'avant. Le deuxième chiffre est 230. Plus de 230 pétroliers chargés, confirmés, ancrés et en attente à l'intérieur du golfe Persique, au sommet de la confrontation. Incapables de bouger, cargaisons bloquées, leurs propriétaires perdant de l'argent chaque jour où ils restent à l'ancre. Le poids économique de plus de 230 pétroliers chargés immobilisés dans le golfe Persique est le chiffre qui vous explique pourquoi le Pakistan veut que cet accord ait lieu, pourquoi Rubio presse la Chine de pousser Téhéran vers un accord, pourquoi les États du Golfe, qui font passer la majorité de leurs importations alimentaires par cette voie maritime, exercent discrètement des pressions par tous les canaux de coulisses disponibles, et pourquoi la pause annoncée par Trump dispose du soutien diplomatique nécessaire des acteurs régionaux pour être crédible comme fenêtre d'accord plutôt que comme démonstration de faiblesse. Plus de 230 pétroliers chargés en attente, plus de 2000 marins bloqués à bord de plus de 1000 navires, 87 pays dont les navires sont pris dans l'extorsion maritime iranienne. Tous ont besoin que l'accord soit conclu dans les prochaines 72 heures. Le troisième chiffre est 86. 86 missiles sur un seul destroyer lance-missiles de classe Harley Burke en configuration standard. Ce chiffre, multiplié par le nombre de Burks opérant dans le théâtre, multiplié par les près de 200 aéronefs qui tournent au-dessus, multiplié par les groupes aéronavals en position, multiplié par le dôme ISR, piloté par intelligence artificielle de la 82e division aéroportée au-dessus de l'Iran, représente le dispositif de force qui exécute le deuxième message de Truce sociale si l'accord n'a pas lieu. 4,26 missiles sur un navire, 3 groupes aéronavals, près de 200 aéronefs, un message sur Truce sociale disant que les bombardements commencent à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'avant. Le calcul de ce que cette combinaison produit si l'accord échoue, c'est le calcul que tout responsable iranien capable de lire une situation devrait être en train de faire en ce moment dans la fenêtre de 72 heures créée par la pause. Maintenant, rassemblons la convergence des 3 axes dans le portrait complet, parce que la pause annoncée par Trump ce matin ne change pas cette convergence. Elle suspend un élément d'un seul axe tout en maintenant tout le reste à plein rythme opérationnel. Premier axe, financier. Le blocus n'a pas été suspendu. L'étau économique sur l'Iran n'a pas été relâché une seule seconde. Le stockage pétrolier iranien sur l'île de Karg approche de sa limite physique d'ici 6 semaines. Une fois forcé, l'arrêt des puits devient un problème géologique et peut devenir permanent. Le CGRI ne peut pas payer ses soldats de façon fiable. L'économie des coupons alimentaires, qui distribue 7 $ en coupons à une population où le fromage coûte 5 $, ne s'améliore pas. L'horloge financière continue de tourner pendant la pause exactement comme elle tournait avant la pause. Deuxième axe, militaire. Plus de 120 navires iraniens détruits. 6 bateaux d'attaque rapides coulés dans les 24 premières heures de Project Freedom avant la pause. 4,25% de la capacité iranienne en missiles dégradés. Les A-10 et les Apaches qui ont coulé 6 bateaux le 4 mai sont toujours armés et toujours en vol. Les Harley Burke avec leur système VLS de 86 missiles sont toujours en position. Les près de 200 chasseurs et bombardiers sont toujours sur des bases du Moyen-Orient. Les groupes aéronavals n'ont pas bougé. La pause a suspendu les escortes de convois. Elle n'a pas mis le dispositif de force en retrait. L'horloge militaire continue de tourner pendant la pause exactement comme elle tournait avant la pause. Troisième axe, effondrement interne. La fragmentation du commandement du CGRI ne s'est pas résolue pendant la pause. La marine du CGRI, sans commandant confirmé depuis plus d'1 mois, n'en a pas obtenu un pendant la pause.
Les commandants régionaux autonomes, qui ont envoyé 6 bateaux au lieu de 20 à 40 le 4 mai, continuent de prendre des décisions régionales autonomes pendant la pause. La coupure d'Internet, qui est l'aveu honnête de l'évaluation que le régime fait de sa propre population, est toujours en vigueur pendant la pause. La crise salariale qui produit des désertions à tous les niveaux des forces de sécurité continue pendant la pause. Les 3 axes continuent de fonctionner pendant la pause sans changement. La pause suspend seulement un élément opérationnel. Tout le reste continue sous pleine pression. Voici l'évaluation honnête de ce que représentent réellement les prochaines 72 heures et pourquoi elles portent le poids stratégique que le deuxième message de Trump sur Truth Social leur attribue. L'équipe de négociation iranienne a apparemment réalisé des progrès vers un accord complet et final. Ces progrès sont assez réels pour que le Pakistan ait demandé une pause et que Trump l'ait accordée. Mais la parenthèse de Trump, ce qui peut être une grosse supposition, vous dit que l'administration comprend que des progrès à la table de négociation ne se traduisent pas automatiquement par un engagement contraignant de l'organisation qui contrôle les décisions opérationnelles réelles de l'Iran. Arakchi peut accepter dans la salle. La faction de Vahidi peut le contredire en quelques heures dans le détroit. C'est ce qui s'est produit le 17 avril quand Arakchi a annoncé que le détroit était ouvert et que le CGRI a tiré sur des pétroliers le même jour. C'est ce qui a poussé Trump à annuler le voyage de la délégation américaine au Pakistan le 25 avril en invoquant les luttes internes et la confusion au sein de la direction iranienne. Le problème structurel qui a empêché chaque percée diplomatique précédente dans ce conflit de produire un accord contraignant est encore présent pendant la pause. Les gens à la table ne contrôlent pas ceux qui prennent les décisions opérationnelles. La fenêtre de 72 heures vérifie si ce problème structurel a été résolu au cours des négociations qui ont produit les grands progrès décrits par Trump. S'il a été résolu, c'est à dire si la faction de Vahidi où le bureau du guide suprême a donné à l'équipe de négociation une véritable autorité pour s'engager à faire tomber les 400 kg à zéro, il, oui, a un accord. S'il n'a pas été résolu, cela veut dire que l'équipe de négociation accepte des conditions que le CGRI n'a pas autorisées. Dans ce cas, l'accord produit une entente sur papier que le CGRI contredit opérationnellement dans les heures suivant la signature. Et le deuxième message de Truth Social est déjà écrit pour ce résultat. Ghalibaf a dit qu'il n'avait même pas encore commencé. 6 bateaux d'attaque rapides sont au fond du golfe Persique. Plus de 100 aéronefs tournent dans le ciel du Moyen-Orient. Le blocus n'est pas suspendu une seule seconde. Plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi sont le point non négociable. 230 pétroliers sont assis dans le golfe Persique, attendant l'accord qui les libérera ou les bombardements à un niveau et à une intensité plus élevée, qui changeront de façon permanente le paysage stratégique dans lequel ils étaient coincés. Le Pakistan veut cet accord. On dit à la Chine de pousser pour cet accord. Les États du Golfe exercent discrètement des pressions pour cet accord. Et le dôme rouge, blanc et bleu de la 82e division aéroportée est toujours actif au-dessus de l'Iran. Pendant que l'accord se concrétise ou non au cours des prochaines 72 heures, Trump a écrit le message de pause et le message de bombardement à 1 heure d'intervalle ce matin. L'un offrait à l'Iran une porte de sortie. L'autre décrivait exactement ce qui attend au bout de la route si l'Iran ne prend pas cette porte de sortie. La fenêtre pour conclure un accord est ouverte, le blocus continue, les aéronefs tournent, les Arleigh Burke ont leur système VLS de 86 missiles chargés et prêts, et quelque part dans la fenêtre de 72 heures entre le message de pause et ce qui viendra après, l'Iran doit décider si les 400 kg d'uranium hautement enrichi valent ce que décrit le deuxième message sur Truth Social. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.